Merci de cette confiance renouvelée au programme de Renouveau TV. Bienvenue dans votre émission Les Grands Jurys. Ce soir, les Grands Jurys reçoivent pour la deuxième fois le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Vous l'aurez compris, nous recevons ce soir pour vous Monsieur Mohamed Cherif Haïdara. Monsieur Haïdara, merci de cette deuxième comparution devant les Grands Jurys. C'est un plaisir d'être invité pour la deuxième fois. Avec moi pour mener ce débat, Abdraman Keïta, il est le directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Bruno Djito Segebedji, directeur de publication du journal Mali Horizon. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou la 98.1 FM. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous dans les grands jurys. Monsieur Haïdara, votre observation sur la composition du jury. Il me convient. Bruno, vous ne remarquez pas que... Bruno, vous ne remarquez pas déjà l'absence de... Chahna, oui. Une différence par rapport par rapport à la première fois, bien, Oui. bien entendu. Bien entendu, mais je crois que je l'ai vu 2 ou 3 fois ici. Donc j'ai compris que les juges se font remplacer sans demander l'opinion de justiciable. Ça, c'est la discrétion du tribunal. Donc, vous l'aurez compris, hein, c'est un jury autrement composé qui va se charger en tout cas, de juger M. Haïdara ce soir. Bruno Djito Segebedji, qu'est-ce que vous attendez de Haïdara ce soir? Monsieur Haïdara, c'est le patron du Conseil supérieur de la diaspora malienne. Par ces temps qui courent, les diasporas en général préoccupent beaucoup nos États. Oui. Donc, dans le cas du Malikoura, on voit il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux réformes, etc. Donc, on s'attend à ce que le patron de cette partie de la diaspora, puisqu'il y a un bicéphalisme, oui, nous disent tout ce qu'ils font, tout ce à quoi ils s'attendent par rapport aux réformes, etc. D'accord. Abdraman Keïta. Bon, il dit que c'est un plaisir d'être là. Nous aussi, c'est un plaisir pour nous de le recevoir. Oui. Nous l'avons déjà reçu une première fois. Il est là, certes, je pense, en tant que président du Conseil supérieur de la diaspora du Mali, mais également en tant qu'acteur essentiel de la vie publique de ce pays, puisqu'il a activement participé au renversement du régime. Vous dites au renversement, hein? Au renversement du régime, Allez-y, oui. puisqu'il était membre quand même du M5 RFP. Et il l'est, je suppose encore, qui est d'ailleurs traversé par beaucoup de vagues que je suppose le préoccupent. Oui. Et sur lesquelles je présume qu'il va vraiment s'exprimer. Et voilà, et le régime à l'installation duquel il a participé en tant que membre également du conseil restreint qui a désigné le président de transition, est en train de connaît aussi une certaine trajectoire, oui, sur lesquelles on aimerait quand même connaître son avis et ses appréciations. D'accord. Voilà ce qu'on attend de lui. Ok. Voilà. Les décors étant plantés, M. Haïdara, avant d'évoquer les questions d'actualité avec vous, c'est-à-dire en tout cas la vie de la transition, je voudrais qu'on reste un peu au niveau du CSDM, le Conseil supérieur de la diaspora malienne. Récemment, un procès, en tout cas, vous opposez à un autre membre de la diaspora qui réclamait la paternité de l'organisation que vous présidez. Qu'en est-il? Donc, merci pour les questions de Bruno et de Keïta. Je suis tout à fait disposé à dire la vérité et rien que la vérité. Sans le jurer, hein? Allez-y. Allez-y. Oui. Je le jure. Oui. C'est vrai, la diaspora malienne était une diaspora très dynamique. Oui. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne est dans sa 7e année. Pour répondre à Bruno, non, il n'y a plus de bicéphalisme au niveau du peut-être il va poser une question sur ça, hein, pour revenir à ma question précise, oui, qui en tout cas on a pu lire dans les colonnes des journaux que vous avez usurpé le CSDM, que vous n'êtes pas forcément le fondateur de cette organisation, hein?
ce qui n'est pas du tout vrai. L'idée de créer le CSDM est venue de quelqu'un qui est Mohamed Sidibé de la Guinée. Et je pense que je vais y répondre à ces questions ici. Ce serait inutile de revenir dessus, bien qu'il y a d'autres téléspectateurs aujourd'hui qui n'ont certainement pas suivi notre... Le fond de la question, un procès vous opposez Justement, ce procès, le jugement a été rendu. Oui. Et celui qui a prétendu être président, il n'est même pas membre du CSDM, donc par défaut de qualité. Donc il n'est même pas membre à plus forte raison. Prétendre être président. Et c'est une décision du tribunal. Le verdict a été prononcé en votre faveur. Absolument. Il a défaut de qualité. Donc il n'est même pas membre parce qu'il a été radié. Est-ce que pour autant cela a mis fin? Bien sûr, ça a mis fin. Bien sûr. Il n'a plus d'autres prétentions après ça. Il ne peut pas y avoir. Et en dehors de ça, il a également été condamné à 2 ans de prison ferme. Il y a un mandat d'arrêt qui est lancé contre lui. D'accord. Donc, faux usage de faux. Oui, faux usage de faux. Okay. C'est ça plus très clos. Bruno, sur la vie du CSDM. Oui, le CSDM. Je crois que vous parlez de Beïdi Dramé. Beïdi Dramé. Dire que Beïdi Dramé n'a pas été membre du CSDM, est-ce que c'est pas trop dit, puisqu'il a dirigé CSDM France. Oui, il a été radié par sa base. Mais est-ce que cela veut dire que dans le parcours, il n'a pas milité, il n'a pas participé à vos rencontres au départ? Non, ceci, il a participé parce qu'on l'a envoyé un mandat en 2016 pour mettre le bureau de Paris en place. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il n'a jamais été membre? Non, je n'ai pas dit qu'il n'a jamais été membre. C'était un lapsus, certainement. Quand il a été radié de sa base, ça veut dire qu'il n'est plus membre. Il n'est plus, hein? Sinon, il l'a été. Il a été. Je rebondis sur le bicéphalisme. Il y a au moins le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Il y a le CSDM. On sent toujours une rivalité entre les deux organisations. Non, c'est 2 organisations qui ont le même objectif, mais qui ont 2 récépissés différents. Donc, le membre du Haut Conseil ne peut même pas être membre du CSDM. Donc, il n'y a pas de bicéphalisme. Alors que chez nous, vous pouvez être membre de CSDM et membre de Haut Conseil. Chez eux, tu ne peux pas être membre de 2 associations. Bon, peut-être une dualité au niveau de la diaspora. Alors. Ce n'est pas une question de dualité, c'est une question de complémentarité. Ce n'est pas une dualité. Vous savez, quand on crée le Haut Conseil en 92, on avait combien de millions de personnes, d'habitants du Mali? À peu près 12 millions. Et chaque 25 ans, nous doublons de population. Les problèmes se sont multipliés, les acteurs ont changé. Il y a un certain nombre de choses qui nécessitaient une autre organisation. Donc il n'y a pas de bicéphalisme. Oui, quand je parle de dualité, parce que justement, vos prises de position, la dernière en date, c'est que vous reprochez au fait que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a eu un certain pouvoir, une certaine prérogative à désigner des représentants des Maliens de l'extérieur dans certaines structures, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil économique. Vous apparaissez souvent en opposition par rapport aux prises de position du Haut Conseil. Ce n'est pas une question d'opposition. Vous savez, c'était la seule organisation qui a existé jusqu'à la création du CSDM. Donc c'est tout à fait normal que cette organisation soit celle qui doit désigner les représentants de la diaspora au sein de nos institutions. Et cela, c'est dans de la Constitution, à son article 110. Les Maliens établis à l'extérieur seront représentés au Haut Conseil de collectivité et au Conseil économique et social. Pourquoi vous vous offusquez souvent de voir le Haut Conseil jouer ce rôle de désignateur? Non, on ne s'offusque pas. Avant d'exister, c'est tout à fait normal qu'il le fasse. Mais quand le CSDM a été créé, on a eu notre récépissé en 2015, il n'y a pas eu d'activité au Mali, au sein du gouvernement, sans que le CSDM soit présent. D'accord. On était là pendant la conférence nationale, on était là ensemble pendant le dialogue national inclusif, on a été là pendant l'élaboration de la charte, on a été ensemble pendant les ANR. D'accord. Il n'y a pas eu d'activité. Vous-même, vous voyez à la télé,
ils disent que c'est le Haut Conseil et les CSDM. D'accord. Et nous sommes les deux structures qui sont représentées. Ok, Bruno, s'il vous plaît, Abdraman va poser une question. Je vais conclure. Oui. Et nous sommes les deux associations qui sont représentées au CNT. D'accord. Le CSDM a ses représentants et le Haut Conseil a ses représentants. Si c'est la seule association qui parle au nom de manière établie à l'extérieur, pourquoi on aurait nos représentants Abdraman, allez-y. Allez-y. Bon, mais force est de reconnaître que ce n'est pas le même langage que vous tenez il y a un peu longtemps. Il n'y a pas si longtemps de cela. Il faut reconnaître que vous leur disputiez quelque part la légitimité de parler au nom de la diaspora. Il n'y a pas longtemps de cela. Et vous êtes allé, si j'ai bonne mémoire, jusqu'à accuser le Haut Conseil de n'être pas légitime, parce que ça fait longtemps que leur mandat a été terminé, etc. etc. Aujourd'hui, leur bureau a été renouvelé. Donc, cette illégitimité que vous leur reprochez n'existe plus. Est-ce que vous admettez aujourd'hui qu'ils sont, en tant qu'organe constitutionnel, plus habilités à parler au nom de la diaspora que vous? Cela ne peut pas l'être, pour la simple raison, du moment où nous avons tous les deux des représentants au sein du CNT, est-ce qu'on peut être plus légitime que ça? On ne pose pas une question au juge, mais est-ce que... c'est-à-dire si c'est le Haut Conseil seul qui parle au nom de tous les mal établis à l'extérieur, pourquoi le CSDM a... Le fond de la question, les anomalies que vous leur reprochez ont été aujourd'hui levées. C'est levé parce que aujourd'hui. Donc ils sont constitutionnels et vous n'êtes pas. Si, vous n'êtes pas dans la Constitution. Non, le CSDM n'est pas dans la Constitution. Attends, la Constitution parle de Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Et c'est eux qui sont, c'est-à-dire, force est de le reconnaître, constitutionnel, et non vous. Vous êtes une certaine dissidence au sein du Haut Conseil qui a pensé prendre en charge ce que vous pensez n'était pas pris en charge auparavant. Mais aujourd'hui, quand même, force de reconnaître qu'ils sont plus quand même... à partir du moment où ils ont levé les anomalies que vous leur reprochez, qui sont aujourd'hui, alors que vous-même, vous n'êtes même pas encore renouvelé. Alors même que certains contestent votre légitimité même en votre sein. Vous voyez, non? Ils sont quand même plus légitimes. Il y a un problème, monsieur le juge, parce que quand vous êtes en face d'un juge qui ignore la Constitution, c'est grave. Allez-y. Alors, la Constitution, nulle part, le Haut Conseil est mentionné. C'est à l'article 110, les Maliens. On n'a pas dit que les Maliens membres du Haut Conseil ou les Hauts Conseils. Donc, monsieur le juge, il faut revoir la copie de la Constitution. C'est votre interprétation. Pas du tout. Sinon, normalement, c'est le Haut Conseil qui est constitué. C'est le Haut Conseil qui est déclaré autorité publique. Qui est institutionnel aussi. Non, qui est institutionnel. Pas du tout, monsieur le juge. Encore notre bémol, parce qu'ils ne sont ni institutionnels, ils ne sont ni constitutionnels. Ce n'est pas une institution, c'est une association. La Constitution ne parle pas de diaspora, la Constitution parle des Maliens de l'extérieur. C'est eux qui ont été installés conformément aux dispositions de la Constitution. C'est eux qui sont constitutionnels. Non, pas du tout. Monsieur le juge, si vous regardez les institutions dans la Constitution... Je suis pas un juge, je suis un juré. Monsieur le juré, si vous regardez les institutions dans la Constitution... Il ne faut pas créer des... Vous verrez que le Haut Conseil n'existe pas en tant qu'institution. Oui. Et vous verrez également que dans la Constitution, il n'est pas mentionné le nom du Haut Conseil pour la simple raison, ils ont eu les récépissés en 1993, alors que la Constitution date de 2012, monsieur le juré. La Constitution date de 92. Mais c'est sur la base des dispositions constitutionnelles. Non. Il n'y a pas eu de base. Alors, j'en viens. Non, il faut bien que les gens le comprennent. Pour terminer, vous avez une loi qui est la loi 038 de 2004 qui donne le droit à un Malien de créer une association. Et il vous souviendra qu'une association à but non lucratif n'a pas besoin d'être dans une constitution, parce que si c'est une institution, on ne donne pas un décret dit public à une institution, monsieur le juré. Donc nous sommes tous les deux associations qui ont le même objet social et nous sommes tous les deux légaux. Aujourd'hui, on est tous les deux au sein de notre assemblée. J'en viens maintenant au CSDM. Allez-y. Abdraman, s'il vous plaît. Vous aviez promis à vos militants que vous disiez
être beaucoup plus nombreux d'ailleurs à l'époque que ceux du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je me rappelle, ça fait partie des critères sur lesquels vous vous basiez pour réclamer plus de légitimité qu'eux. Vous leur promettez qu'en étant membre du CNT, que vous allez bouleverser les choses pour que la carte NINA ne soit plus prise en compte dans la délivrance des passeports. Où en est-on aujourd'hui? Où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce que vous avez pu faire dans ce domaine pour les ressortissants maliens à l'extérieur? Alors, je ne me rappelle pas avoir dit qu'on est plus nombreux que le membre du Haut Conseil. Je voudrais préciser, à date, nous n'avons aucun problème avec le Haut Conseil. Ah bon, d'accord. Ok, ça c'est. Deuxièmement, nos représentants au sein de CNT travaillent main dans la main. Désormais, bien sûr. Okay. C'est parce qu'ils sont là-bas pour d'abord représenter tous les Maliens, mais particulièrement les intérêts des Maliens établis à l'extérieur. En ce qui concerne la carte NINA, ça a été notre cheval de bataille. Et je l'ai annoncé en août, quand j'étais en visite à New York, que la carte NINA, désormais, elle changera pour laisser la place à une autre carte, qui est une carte d'identité biométrique et électeur pour les Maliens de l'intérieur, et la carte d'identité biométrique consulaire et électeur pour les Maliens établis à l'extérieur. Je l'ai annoncé en août 2021. Donc cette bataille a abouti, monsieur le géré. Aujourd'hui, vous avez certainement suivi à la télé le ministre de l'Intérieur venir faire cette annonce. La carte d'identité biométrique de la CEDEAO. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est gratuite et en plus pour la première. Bruno, allez-y. Maintenant, c'est le numéro. Vous aurez la parole. La carte d'identité de la CEDEAO, c'est avant vous quand même. La carte d'identité biométrique, le processus a été engagé, les marchés même ont été même passés avant d'avorter. Non, monsieur le géré. La convention a été. Et quelle est la différence entre la carte d'identité et la carte NINA? Dans le cadre de l'obtention du passeport. Du passeport. Quelle est la différence? Vous avez votre numéro. NINA veut dire numéro d'identification nationale. C'est ce numéro qui serait repris sur la carte d'identité biométrique. Et pourquoi vous étiez contre le NINA en novembre, au départ? On a été contre le NINA parce que le NINA a été mal fait. Parce que le NINA, et moi, personnellement, j'ai un problème avec le NINA parce que mon nom c'est Haïdara Sherif Mohamed, ils ont sauté Sherif. Il y a beaucoup de personnes qui en souffrent. Vous, le Mali de l'intérieur, ça ne vous dérange pas parce que vous n'avez pas besoin de passeport. D'accord, allez-y. Lié à la carte NINA. Donc le problème est réglé définitivement. D'accord. Monsieur Haïdara, justement, je reviens un peu par rapport à cette dualité-là. Certains Maliens se demandent qu'est-ce qui vous empêche, qu'est-ce qui empêche la diaspora de parler d'une seule voix. Surtout que le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, par la loi, a le statut d'association d'utilité publique, ce que le CSDM n'a pas. De deux, certains Maliens se demandent, est-ce que vous, M. Haïdara, vous êtes un Malien de l'extérieur? Parce que vous passez le plus clair de votre temps au Mali. C'est ce qui se raconte. On vous voit trop souvent au Mali, plus qu'à l'extérieur. Alors pourquoi le CSDM ne fusionnerait pas pour que vous parliez d'une seule voix dans une entité homogène plutôt? Donc si vous pouvez nous édifier nos téléspectateurs par rapport à ces questions. Très bien. Alors, vous êtes plus malien de l'intérieur que de l'extérieur. Ça se comprend. Ils entendent ces récriminations. Je comprends. D'accord, il faudrait comprendre que... Vous allez vous approcher un peu au micro. Voilà, le décret d'utilité publique n'est pas une exclusivité d'une association. Au niveau de la diaspora, c'est le Haut Conseil qui l'a. Non, vous m'avez dit que le Haut Conseil, parce que le Haut Conseil, ils sont restés depuis 1993, et ils sont restés 16 ans avant d'avoir le décret d'utilité publique. C'est une loi qui le prévoit. Toute association qui œuvre pendant 5 ans en lieu et place de l'État, qui peut prouver ce qu'il a fait comme dépense et comme action, est en droit de demander les décrets d'utilité publique. Donc, monsieur le juré, ce n'est pas une exclusivité ni à Haut Conseil, ni à aucune autre association. Nous sommes dans notre 7e année, on peut demander les décrets
d'utilité publique. L'État peut refuser le décret d'utilité L'État publique. ne peut pas refuser. Vous savez, il y a certaines associations, M. Aidara, il y a certaines associations qui remplissent des fonctions, qui interviennent dans le domaine régalien de l'État, qui demandent ce statut-là, qu'ils n'ont pas. L'État peut faire beaucoup de choses. Mais dans notre cas, comme si toute association peut prétendre l'avoir. Oui, mais si, ils peuvent, s'ils le remplissent, vous n'allez pas faire une lettre donnez-moi un décret d'utilité publique. Il y a tout un processus, il y a une vérification à faire. Maintenant, comment est-ce qu'on peut évaluer qu'une association a été utile au public? C'est ça la bonne question. Et nous avons été... Ce sont des critères. Ce sont des critères. La loi dit quand l'association intervient dans le domaine régalien de l'État, par exemple. C'est dans le domaine de quoi? Le domaine régalien, par exemple, assurer le bien-être des Maliens de l'extérieur, c'est l'État qui devrait le faire. Oui. Maintenant, quand une association le fait, ça lui donne peut-être attitude, qualité à prétendre à... C'est ce que nous avons fait. Vous croyez que... Mais vous ne l'avez pas encore. Non, on n'a pas demandé. Vous savez pourquoi? Non. Parce que quand vous recevez l'argent de l'État, vous êtes obligé souvent de céder à un certain nombre de choses. Nous l'avons refusé. On est plus de 1,5 million d'euros dépensés de nos propres fonds. Et on dit ce qu'on veut et à qui on veut droit dans les yeux. L'autonomie, que ce soit le Premier ministre, le Président ou qui que ce soit. Parce qu'on n'attend pas quelque chose en retour. Et on ne peut pas être beaucoup plus utile. On a été reconnu. Vous croyez que si une association n'a pas été reconnue de son utilité, serait membre de 19 personnes qui a choisi le président et le vice-président? Si une association... par accident quand même. Non, pas accident, pas du tout. Pas du tout. Évoluons. Vous êtes plus malien de l'intérieur. J'en viens. Si une association, l'État n'a pas reconnu, son rôle serait représenté au sein du CNT? Non. Mais l'obtention de décret public, on ne l'a pas demandé. Maintenant, vous avez juste posé une question. Oui. On me voit beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Plus malien de l'intérieur que de l'extérieur. Alors, ça... Pas vous, c'est Non, laisse-lui, je vais le répondre. Monsieur Bruno, moi, avant le Covid, j'ai un budget de plus de 105 millions par an de voyage. Donc, je peux aller le matin à Conakry, régler mes problèmes. Le soir, je prends mon avion, je reviens. Alors, je voyage souvent. Je vais faire 5 jours, 5 pays pendant les 5 jours. Et revenir ici parce que j'ai des enfants. Et des enfants que je passe tout le week-end avec eux. Votre conseil de base, c'est... Mon conseil de base, c'est en Guinée. Je vis en Guinée. Je vis au Niger, je vis aux États-Unis et aussi, comme tout bon Malien, je suis à Bamako. Donc, mes voyages, les gens ne peuvent pas comprendre. Ils m'appellent le matin, tu es où? Je suis à Niamey. Et le soir, je l'appelle, tu es où? Je suis à Conakry. Donc, il est difficile pour vous de comprendre qu'on peut avoir plus de 100 millions de budget de voyage par an. Allez-y, le week-end. Avant d'attaquer l'actualité. C'est tout. Est-ce que ces voyages sporadiques vous permettent de tâter le pouls des préoccupations de vos concitoyens de l'extérieur, surtout par ces moments de sanctions, du moins pour nous dire au moins comment vous avez pu évaluer l'impact des sanctions que nous subissons aujourd'hui de la part de la sous-région et à l'international sur la vie de nos concitoyens de l'extérieur, qui sont quand même très importants dans le rapatriement, dans le flux financier vers leur pays d'origine. Tout à fait. On est resté permanemment en contact avec nos compatriotes. J'ai été le 2 décembre, appelé à une résilience. Le premier parmi? Celui qui a appelé à une résilience, pour ne pas le seul qui l'a fait d'ailleurs, à une résilience des Maliens, parce que nous allons avoir des sanctions financières et économiques. Il se pourrait, vous pouvez aller dans les nets, vous allez le voir. Vous avez été le seul Malien? Seul Malien qui l'a demandé. Je n'ai pas entendu ni un parti politique, ni un membre du gouvernement de s'adresser aux Maliens de l'intérieur, aussi bien établis à l'extérieur, pour le dire, il se pourrait qu'on ait des sanctions économiques et financières et rester résilient. L'erreur qui a été faite par une communication d'un banquier en 2013, c'est en 2013-2012, où les gens ont paniqué pour aller retirer leur argent à la banque, je les ai expliqué clairement aux Maliens que tout ce que la BCAO peut faire, c'est de fermer le compte d'opération du gouvernement. Le compte courant de banque, il ne peut pas le fermer. Et continuez à déposer votre argent, vous allez contribuer à développer le pays d'origine. Développer le pays et à passer le cap, parce qu'on voulait quelques mois
pour s'asseoir nos revendications, les justifier et enfin les obtenir. Maintenant, quand je voyage, vous savez, la plus grande richesse du Mali, c'est le Mali établi à l'extérieur. C'est l'Eldorado du Mali. Nous avons des relations à plusieurs niveaux. Il y a plusieurs personnes comme moi qu'on ne voit pas à la télé ou on entend parler dans les journaux. Mais ils sont nombreux et ils ont tous le même souci, comment aider le pays à s'en sortir. Alors ça répond à ta question. Et tu ne peux pas être ici à Bamako et prétendre être en contact ou connaître le problème de Mali établi à l'extérieur. Le pays dans lequel je vais toutes les semaines, même quand il y avait des fermetures de frontières ici, je voyageais. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes restés permanemment en contact. Maintenant, si le juge permet, très rapidement, je voulais juste énumérer des actions que nous avons menées. Non, même pas ça. Non, pas les actions avant d'accéder les actions que vous avez menées, dites-nous aujourd'hui. Est-ce que les sanctions n'ont pas impacté le flux financier habituel qu'il y a? Et c'est combien aujourd'hui? Hier, vous nous disiez que par an, la diaspora, par exemple, rapatriait pays d'origine tel nombre de francs. Aujourd'hui, dans quelle proportion cela se passe? Ce ne sont pas les sanctions qui ont en fait diminué le flux, c'est le Covid. Le Covid a eu un impact négatif. Il y a eu une réduction de 24 à 28% des flux financiers. Mais en ce qui concerne les sanctions de la CEDEAO, aucun impact. Au contraire, on en a envoyé beaucoup plus parce que le besoin a augmenté. Et nous envoyons plus d'1 milliard par jour. Plus d'1 milliard par jour. 365 milliards par an, donc. Voilà, plus de 1 milliard par jour. Donc, et les sanctions, les gens avaient compris que Orange Money allait fermer et les banques n'allaient plus pouvoir les fonctionner. transactions financières. Western Union et autres là. Non, continue. Oui. Ça continue. Donc, et les gens, le besoin a augmenté. C'est le moment de remercier la diaspora qui ont redoublé d'efforts, qui ont continué à envoyer, à soutenir les familles. Monsieur Aydara, aujourd'hui, l'imam Mahmoud Dicko, qui s'était un peu réservé, a pris la parole aujourd'hui. Je le cite, le peuple malien est pris en otage par les gouvernements arrogants et la communauté internationale pense par leur orgueil qu'on doit rester dans cette situation de misère. C'est le propos tenu aujourd'hui par l'imam Mahmoud Dicko, l'ancienne autorité morale du M5-RFP. Est-ce que vous souscrivez déjà à cette déclaration? Vous pensez que nous avons des gouvernements arrogants, une communauté internationale orgueilleuse? Alors, si vous permettez, monsieur le juge... Puisque vous avez participé au collège qui a désigné... Oui, il était là. Oui. Il faisait partie. Oui. Il faisait partie. Mais je voulais juste, avant de répondre, pour notre spectateur, un rappel qui peut être très utile. On va revenir à ça. Parce qu'il est important pour Juno et pour le deux. On va revenir à ça. Il faut que je le fasse. On va revenir à ça. On va revenir à ça. Pas pour nous, mais pour les téléspectateurs. Voilà. On va revenir à ça. Donc je vais revenir. Alors, Imam Dicko a eu à dire la vérité et rien que la vérité. Nous avons un gouvernement arrogant parce qu'on a un premier ministre arrogant. J'ai été le seul qui a dit qu'il a fait cette erreur diplomatique à enseigner dans les universités de Sciences Po. Décidément, vous êtes le seul à dire beaucoup de choses. Oui, bien sûr, c'est une réalité. Montrez-moi quelqu'un d'autre. C'est la deuxième fois que vous avez été le seul malien. Vraiment, il est en train d'afficher son autonomie. Mais absolument. Allez-y. Vous savez la différence au CSDM? Le seul malien, le premier à le dire. Premier à le dire. Ouais. Je n'ai pas entendu quelqu'un d'autre le dire. Donc nous, ce qui fait notre différence, on fait bien et on le fait savoir. Donc on a été le seul à le faire. Vous avez un laboratoire d'analyse de perspective. Il va répondre à cette question. Nous en avons des gens, il y a des généraux, il y a des anciens ambassadeurs, il y a des anciens ministres, des professeurs. Nous avons des personnes qui travaillent à la maison et qui nous conseillent. Oui. Notre succès n'est pas du tout un hasard. Nous avons des personnes qui nous conseillent et nous appliquons leurs conseils. C'est pour ça qu'on a été toujours proactifs par rapport aux situations et on réagit à temps. Imam Dicko a eu raison. L'arrogance a été l'arrogance de Choguel. J'ai dit une arrogance, il est le chef de gouvernement. Il n'a pas dit son nom, Choguel, mais il s'agit de Choguel. Parce que Assimi est tout sauf arrogant. Vous étiez à cette conférence? J'y étais. J'étais à cette conférence. Et la communauté internationale, qui a c'est-à-dire, c'est pas même une arrogance, c'est un mépris. Comment est-ce que une organisation sérieuse, des nations qui se disent
protéger les droits humains, qui doivent promouvoir la démocratie, depuis la signature du protocole additionnel de 2001, se permet de prendre des décisions qui n'existent pas dans les textes. Il n'est nulle part prévu dans le protocole additionnel de la CEDEAO des sanctions économiques et financières d'un État membre. Et quand ils ont pris cette décision à Accra, j'ai aussi dénoncé, encore moi qui a dénoncé. Le premier. Encore moi qui a dénoncé le premier. Des réunions de 1 mois devraient se tenir dans un pays membre. Accra, le Ghana n'est pas membre de moi. Et nous avons une décision. Je salue ici les avocats maliens qui ont montré leurs compétences. Et cette décision, par arrogance, les chefs d'État de la CEDEAO refusent qu'elle soit appliquée. Jusqu'à date, nos fonds sont bloqués illégalement. Oui, mais comment l'arrogance du gouvernement se manifeste? L'arrogance se manifeste parce que... Par quoi? Par quoi? Par le comportement de Tchogel. Mais il faut le dire. Je le dis, le comportement explicite. Quel comportement? Très bien. Quel comportement explicite Alors, premièrement, dire que le Mali la France a abandonné le Mali en plein vol aux Nations Unies n'était ni utile ni nécessaire. Ah bon? Pourquoi ça a eu des adeptes? Ça a eu des adeptes, mais on vit les conséquences, on les vivra pendant très longtemps. 1. 2. Le problème qu'il a créé par arrogance, c'est de dire 2 jours après aux Nations Unies à New York, quand un journaliste de France 24 lui a posé la question par rapport au délai de la transition, il déclare à New York que cette transition serait prorogée de quelques semaines, de quelques mois. Mais, monsieur le jury, avec qui il a convenu ça? Avec la CEDEAO, avec le peuple malien? Tu déclares à New York que notre transition serait prorogée de quelques semaines ou de quelques mois. Il vient en Suisse, 2 semaines après, il déclare dans une télévision russe qu'il a des preuves que les Français, pas armés, entraînent des terroristes à Kidal. Il avait écrit, est-ce que c'était nécessaire? Il revient à Bamako, on expulse le représentant de la CEDEAO, alors qu'on sait très bien qu'on a besoin de cette CEDEAO. Ça fait partie des actions posées. Et 5e, ce qui a fait que la France a durci le ton et a tourné le doigt à Ibeka, c'est quand il a décidé de négocier avec Yadé Koufa. Il avait confié la négociation à Djamuna. Et il vous souviendra également, encore ce mois, quand Tcheblé Dramé... D'abord à l'imam Mahmoud Diko, j'ai bon Sophie, donc quand il a dit que ce que Djonkunda a dit n'engagait que Djamuna, j'étais le seul aussi qui a dit de ne pas écouter. Et monsieur le président, non, laisse pas finir, Jean-Pierre, je vais répondre à la question parce que si vous ne faites... Ok, donc allez-y. Sauf qu'on a on me demande de démontrer l'arrogance. Oui, c'est en train d'arriver. Allez-y. Voilà, ok, très bien. Donc, il dit de négocier avec les terroristes. Les Américains ont tapé des points sur la table. Ils étaient obligés de dire au ministre de sortir pour retirer ce qu'il a dit. Alors, 6e, on expulse l'ambassadeur de France. Depuis 1960, aucun pays n'a expulsé l'ambassadeur de France. Alors, dis-moi, si ce n'est pas... La décision d'expulsion d'un c'est une question de souveraineté qui appartient au président de la transition. Non, pas ça. Monsieur le président, on a compris un peu ce que vous prenez pour arrogance, on l'a compris. Oui. Mais aujourd'hui... Malgré toutes ces arrogances, il est quand même maintenu, alors que son poste ne dépend que d'un décret. Il a une autorité de nomination. Celui qui le maintient comme président n'est pas aussi fautif, comme chef du gouvernement, n'est pas aussi fautif que lui. Le jour où on a expulsé... Vous ne reprochez rien. Non, je ne peux pas comprendre que vous ne reprochez rien au chef de l'État, qui le maintient malgré toutes ces arrogances. Non. En fait, vous savez, quand tu es Premier ministre, tu es chef de gouvernement et tu es également chargé de coordonner l'action gouvernementale. C'est pour ça qu'en Guinée, on appelle un Premier ministre est invisible. Pas seulement en Guinée. Partout les Premiers ministres sont des fusibles. Nous, on appelle ça des fusibles. Donc, même si c'est le chef de l'État... Quoi Non, Quand vous dites nous... En Guinée, je suis le plus malien des Guinéens.
Donc, les Guinéens de Mali. On va répondre à ça. Donc, on ne peut pas accuser le chef de l'État. Ça sent très bien que tout acte posé par un Premier ministre a supposé avoir un aval du président. Parce que c'est le président, c'est le président qui gère la politique extérieure d'un État. Ça fait partie de postes réguliers. Mais c'est le Premier ministre qu'on accuse parce que c'est lui qui a prononcé. Et surtout, Tchogel lui-même a dit, tout ce que j'ai fait, on m'a ordonné de le faire. Je le fais ou non. Pourquoi vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez alors? Attends, il peut le refuser de le faire. Il doit refuser de le faire? Mais il peut ne pas le faire. Il peut ne pas le faire. Donc aujourd'hui, l'arrogance, ce que Mamoudiko a dit, c'est une arrogance. Non, entre refuser, non, écoutez-moi. La façon monsieur le président, dites-moi, entre refuser, la responsabilité de refuser de le faire, ce que moi je considère peut-être comme une objection de conscience, de refuser de faire, et l'inspiration même de l'acte. Qu'est-ce que vous prenez en compte? Je ne peux pas comprendre que celui qui inspire l'acte qu'il a posé soit moins fautif à vos yeux que celui qui est chargé de l'exécuter. Je ne suis pas. Non, on ne peut pas condamner quelqu'un d'autre que Tchogel. Non, le sujet. Bon, est-ce que c'est pas parce qu'il est le petit mur? Non, il n'est pas un petit mur, il est un grand mur. Il est un grand mur. Et bien qu'il a fait tout ces. C'était une stratégie diplomatique de choc, mais qui a payé sur le plan interne. Parce que tu ne trouves personne aujourd'hui au Mali qui n'est pas content. C'est donc plus leader. Finalement, non, j'en viens. Vous mélangez les pétales. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est des arrogances et qui sont applaudis. Des arrogances utiles. Non, justement, non, pas du tout. Pas du tout. Ces arrogances ne sont ni utiles ni nécessaires. Il y a plusieurs façons de le faire. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes avec la CEDEAO, c'est parce qu'on a pris des actes d'arrogance. Lui, Tchogel, pour qu'on ait ces problèmes-là, expulser l'ambassadeur de la CEDEAO et prononcer le prolongement d'un délai avec lequel tu n'as convenu avec personne. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu appelles arrogance? Monsieur le juré, nous avons convenu ici pendant la concertation, c'est 18 mois. Ok? La CEDEAO a approuvé les 18 mois. Tu vas à New York et tu nous dis, non, on va prolonger ça de quelques semaines, alors de quelques mois. Si ce n'est pas l'arrogance, c'est quoi? Allez-y, Aujourd'hui, monsieur le président du CSDM, comme vous décrivez bien la chose, nous sommes quasiment, vous permettez, nous sommes donc quasiment à un pas de l'impasse, comme vous êtes en train de décrire cette gouvernance arrogance, je vous concède votre mot. Quelle solution vous proposez pour qu'on sorte de l'impasse? Parce que vous avez souligné, vous avez été le premier Malien à tirer sur la sonnette d'alarme, vous avez alerté, Maintenant, nous sommes dans une situation où c'est difficile pour le peuple avec ces sanctions-là. Vous qui voyagez tant, vous qui, apparemment, vous savez frapper aux bonnes portes. Vous avez des conseils. Vous avez des entrées. Je me permets vers la Guinée, suivez mon regard et ailleurs. Quelle solution avez-vous à proposer pour que le Mali puisse sortir de l'impasse? Surtout que vous avez été un acteur du M5 qui a renversé l'ancien régime. Merci, monsieur le juge. D'abord, je n'ai jamais appartenu au M5. J'ai été un sympathisant de M5. Bon, un sympathisant. M5 Europe, je dis France, a été créé dans mon bureau. Et c'était dans le bureau du CSDM. Donc, quand ça a été créé dans votre bureau, on peut vous concéder que vous avez été membre? Moi, personnellement, non. Oui. Mais beaucoup de membres de CSDM sont des M5 à Abidjan, au Congo-Brazzaville, aux États-Unis. Ce sont des membres de M5. Et des réunions se tenaient aussi à notre siège ici. J'étais le seul qui disait ouvertement. Encore le seul, le premier. Le seul. Et le premier. Et le premier qui disait ouvertement. Allons aux solutions. Voilà, j'ai envie d'attirer votre attention sur le temps. Hein? Il nous reste 15 minutes. D'accord. Quand M5 RFP n'a pas été dans le retenu dans le gouvernement de Mouktar Wane, je l'ai dit partout, et au chef d'État de la CEDEAO, et les missions de la CEDEAO, sans M5 dans le gouvernement de transition, cette transition est vouée à l'échec. Je l'ai tellement répété au point où il m'appelait le shérif de M5. Donc je défends, j'ai des convictions que je défends. Vous comprenez? Cela ne fait pas de moi un membre de M5. Oui. Je défends l'idéologie de M5. Et M5 n'est pas tout le Mali.
Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? La solution, elle est déjà partiellement trouvée. Oui. C'est une solution de levée des sanctions. Comment faire pour... Voilà, levée des sanctions, on est pratiquement À une rencontre qui est prévue le 4. Je l'avais annoncé aussi. Le premier aussi. Ouais, mais le premier aussi. Ici, je l'ai annoncé. Bon, donc je l'ai annoncé. À mon retour de ma mission, j'ai annoncé qu'il y aura le premier sommet des chefs d'État de la CEDEAO et il y aura un accord, Inch'Allah, où les sanctions seront levées. C'était 16 mois qui avaient été proposés. Et ces 16 mois qu'ils ont proposés, ce n'est pas la proposition en fait du Mali. C'est une proposition de l'Algérie qui a fait une proposition de 16 mois. Le 31 décembre, on était sur un débat ici où je proposais qu'on ait un président qui est en équidistance entre les acteurs de la CEDEAO et le Mali pour négocier. J'ai proposé Paul Kagame ou le roi du Maroc. Le lendemain, on entend Algérie dire qu'ils ont proposé 16 mois, mais sans consulter le gouvernement malien. Diplomatiquement, c'est une grosse erreur. Et les 16 mois a été retenu comme étant une base de négociation. Et c'est allé à 39, nous sommes à 30. Oui, sous ça, là, 18. Je rappelle. Donc, vous Je rappelle qu'aujourd'hui, le prochain sommet, oui. On attend une solution. 16 mois avec une clause d'extension. Parce que le programme qui a été fait. Vous rassurez nos téléspectateurs, les sanctions seront levées? Le programme qui a été fait. Moi, je ne suis pas membre du comité de négociation du Koulouba ou du gouvernement ou du cabinet de Choguel. Ce que je fais, je le fais en tant que Malien qui aime mon pays. Et je peux vous rassurer, il y a d'autres Maliens comme moi qui le font. Et ce qui nous engage encore plus que beaucoup d'autres personnes. Et moi, je suis hamaliste. Cheikh Bouye a soutenu cette transition. Donc, du coup, on a tous été instruits d'aider comme on peut et partout et à tout moment pour la réussite de la transition. Pour la première fois, Bouye est venu dans un forum pendant les ANR. Donc, moi, je ne suis pas seul. Tu êtes hamaliste, mais l'ensemble du CSDM n'est pas hamaliste. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous avez Ali Bokar Diallo qui fait beaucoup de démarches. J'en viens. Pour revenir à la question. Oui. Beaucoup de démarches. Vous avez Ibrahim Diawara qui a des amis chefs d'État qui fait beaucoup de démarches. Pour revenir à ces sommets. Youssoufou Bakili. Oui. Par Ashpat, les guides. Ça, c'est une perte de temps. Non, j'en viens. Maintenant, l'accord qui a été trouvé à travers toutes ces démarches, c'est que le 16, il y aurait une levée de sanctions entièrement. Pas les 4, hein? Non, les 4. Oui. Les 4 sur les 16 mois ou partiellement. Ce que nous espérons qu'ils acceptent une clause d'extension. Parce que le programme... Possibilité d'extension après ces 16 mois. 16 mois. Après ces 16 mois, parce que le calendrier électoral qui a été préparé, de 24 mois, on est déjà on est maintenant à 20 mois. Si on prend la date du 1er juin de 16 mois, on aura déjà eu les 18 mois. Et le choix de Faure a été un choix judicieux. Le président Faure, qui a de très bonnes relations avec Ouattara, il a de très bonnes relations avec Macron, et difficilement ils vont refuser ce que Faure les a demandé. Macky Sall s'est impliqué personnellement après le passage de Goutros. C'est pas Goutros, hein, c'est Goodluck. L'actuel secrétaire général de Nations Unies. Son nom. Antonio Guterres. Antonio Guterres s'est également s'impliquer et Macky a fait vraiment... D'accord. Avant de passer la parole à Abdraman, s'il vous plaît, vous teniez à égrener quelques actions. Non, avant ça, une dernière question par rapport à ça. Avec Mahmoud Dicko, par rapport à la truc de Mahmoud Dicko. Mahmoud Dicko n'avait pas seulement parlé de l'arrogance du président, du gouvernement, de l'arrogance du gouvernant et de l'orgueil de la communauté internationale, de la communauté sous-régionale, mais internationale si vous voulez. Il a parlé également de l'inertie de la société civile dont vous êtes. Est-ce que vous pensez effectivement que la société civile effectivement est non, je suis pas d'accord. Inefficace? C'est pas vrai. Je suis pas d'accord du tout. Loin s'en faut. Moi, je suis de la société civile. Là, vous n'êtes pas d'accord avec l'imam Dicko? Non, sur ça, non. Sur ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Vous savez, nous disons ce parce que vous êtes touché personnellement, hein? Bien sûr. Moi, je suis de la société civile. Je suis secrétaire chargé de l'immigration et de migration de la société civile. Je suis membre de la société civile. Nous agissons au nom et pour le compte de la société civile.
Mamoud Diko ne peut pas dire qu'on n'a pas été actif. J'ai fait 8 pays sur lesquels... Il a dit que vous n'existez même pas. Non. Bon, j'ai écouté ce qu'il a dit parce que j'étais dans la salle. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Et dire que les partis politiques sont dolosifs, non, ce n'est pas vrai aussi. Ce n'est pas vrai. Les partis politiques, on ne peut pas avoir une vue saine politique dans un pays sans parti politique. On ne peut pas me dire que ADMA, IRD, RPM et tous ces partis-là n'existent pas. Ce n'est pas vrai. Ils existent. Donc ça, je suis totalement en désaccord avec l'imam Mamoud Diko. Pour revenir à ces actions très rapidement, puisque l'État est parti. L'État est parti. Alors donc je voulais dire que nous avons combattu l'accord de réadmission. Pour la première fois aussi, encore, le ministre malien de l'extérieur... vous n'avez que 2 minutes. Le ministre malien de l'extérieur et le ministre Diop a été interpellé à l'Assemblée pour s'expliquer. Et ils ont déclaré qu'ils n'ont pas signé de l'accord de réadmission et ils ne vont pas signer. C'est le CSDM qui les a fait à travers nos lobbies au niveau de l'Assemblée. Et l'élection présidentielle. Après l'élection présidentielle, notre constitution stipule qu'il faut tenir les législatives en 60 jours. C'est le CSDM qui a écrit une lettre pour demander la prorogation du mandat de député à 18 mois. C'est ce qui a été retenu. Personne d'autre l'a fait. Contre la Constitution. Oui, c'est la Constitution, on sait ce qu'elle est. Donc, négociation de main tendue. Quand Soumaïla Cissé a refusé de reconnaître l'opposition, j'ai fait partie de ceux qui ont négocié pour que Allah Yarham Soumaïla Cissé Ibeka accepte la main tendue. Là, ce n'est plus le CSDM, c'est vous. Personnellement. Personnellement, oui, au nom de la société civile. Alors, les 5 points qui ont fait l'objet des négociations entre les M5 RFP et le gouvernement de Ibeka. L'initiative également est venue de CSDM. Et la rencontre avec le chef d'État de la CEDEAO, les 5 chefs d'État de la CEDEAO, je les ai regardés droit dans les yeux, je les ai dit de nous éviter un tripartage constitutionnel ou un arrangement institutionnel. Si vous le faites, il y aura un coup d'État. L'élaboration de la charte. Nous avons insisté qu'il y ait un vice-président militaire. Il s'est passé un événement important qui est passé inaperçu. Il y a eu des commissions qui ont travaillé, il y a eu une synthèse. Au moins de la lecture de la synthèse, ils se sont rendus compte que ce qui a été dit pendant les commissions, c'est que, je vais venir, c'est important. Et un membre imminent de M5 est venu me trouver. Il dit, si on lit cette charte-là, ce serait une humiliation. D'accord. C'est encore nous qui avons intervenu. Le gouverneur de CAI, il est vivant, il est là, et les personnes qui ont participé. Et la désignation du président et du vice-président. Ça c'est déjà dit. Oui. Vous avez la défense, etc. Oui, la défense pour que le CSM participe dans le gouvernement. D'accord. Je l'avais aussi dit, dit. Et quand M. Est-ce que le CSDM participe dans le gouvernement? Non, on n'a pas participé dans le gouvernement pour la simple raison qu'il y avait eu des CV et Mokhtar Wan a voulu amener le nom ou un CV d'une autre personne, il restait un poste. Donc il fallait donner au conseil. Bruno a une question par rapport à la loi électorale. Allez-y, Bruno. Par rapport à la loi électorale, les écoutes ont commencé au du CNT. Monsieur le président du CSDM, qu'est-ce que vous reprochez au projet de loi qui est en discussion? Parce qu'on a senti vous permettez, votre agitation ou bien votre sortie critique par rapport à certains points. Dites-nous droit dans les yeux ce que vous avez comme réserve par rapport à ce projet-là de loi électorale. Oui. Alors, je ne suis pas agité, M. Bruno. Oui, c'est pourquoi je dis dans les guillemets. Alors, vous sortez souvent. La loi électorale a son article 4. Et l'EJ est une organe. L'autorité. Vous parlez du projet de loi électorale. Elle peut en fait s'interférer dans tout ce qui... L'EJ, c'est l'autorité indépendante de gestion de la nation. Organe unique. Ils peuvent même s'interférer pour organiser des élections, des associations. Alors, une association qui reçoit de l'argent, comme le Haut Conseil, l'État peut s'imposer pour organiser les élections. Ce n'est pas le rôle de l'EJ. Ça, c'est un. Et deuxièmement, et nous avons dénoncé ça, mais l'EJ a une autonomie financière. Oui, ils ont une autonomie, mais il ne faut pas qu'ils s'interfèrent dans la vie associative. Des autres associations autonomes. Autonomes. Il ne faut pas qu'ils s'interfèrent. Maintenant, le choix de cette personne qui doivent désigner les 9 personnes de l'EJ, il est dit
dans la proposition de loi, les 4 personnes seront désignées par la primature. Nous ne sommes pas d'accord. Le Premier ministre est politique. Comment est-ce que lui, il va nous désigner 4 personnes et les 3 autres personnes seront désignées par le CNT qui sont des membres qui ont été aussi désignés? On n'est pas d'accord. Donc c'est-à-dire, cela démontre simplement une volonté de s'accaparer, en tout cas, du fonctionnement ou le choix de 9 personnes. Donc, on n'est pas d'accord. Est-ce que ce projet consacre déjà la représentativité prochaine des Maliens établis de l'extérieur à la prochaine législature? Si. Ouais. Ça, c'est déjà leur participation aussi. Leur participation. Nous avons demandé 2 personnes sur les 9 membres de l'EJ qui soient de Maliens établis à l'extérieur. Nous avons, pendant les ANR, l'EJ prévoit, enfin ce n'est pas l'EJ qui prévoit, mais c'est les ANR qui prévoient, que nous allons avoir des députés au sein de la nouvelle assemblée. C'est d'ailleurs notre bataille depuis la création de CSDM. Nous sommes au niveau de circonscription électorale. Nous voudrons 4 en Afrique, 4 dans le reste du monde, et nous insistons à avoir 10%, quel que soit le nombre de l'Assemblée. Donc, il y a aussi une ligne de questions que je vais poser tout au début de l'émission. Il y avait une loi qui avait été votée, que c'est le Haut Conseil, parce qu'on n'existait pas, qui désigne les critères d'éligibilité pour le Mali établi à l'extérieur dans les institutions. D'accord. Donc on s'est également opposé à ça. Okay. On ne peut pas être... Abdraman va poser la dernière question de l'émission. Oui. L'occasion m'est donnée de vous demander, Monsieur le Président, c'est que vous pensez du sentiment anti-français qui est en train d'agiter la capitale depuis quelque temps et dont vous avez tacitement d'ailleurs accusé le président, le chef du gouvernement, par ailleurs, et quel pourrait être vraiment l'impact et les effets de ce sentiment anti-français sur vos militants en France, établis en France, établis en France, et surtout en Europe, parce qu'en fait, la France quand même est un élément essentiel de la communauté européenne, et par ailleurs, surtout quand cela se fait au profit d'un pays comme la Russie. Est-ce que vous craignez des représailles qui est en porte-à-faux avec l'Europe? Alors, vous savez, s'il y a un pays qui peut perdre ce sentiment anti-français, c'est bien le Mali et les Maliens. Nous sommes près de 900 000 Maliens en France. Vous avez 193 qui sont ou sans papier ou en cours de renouvellement de leur carte de séjour. 193 000. Et nous avons attiré la sonnette d'alarme. Parce que Assimi a été très clair dès le départ. Le colonel Assimi Goïta, le président, il a dit: j'ai 2 priorités parmi mes priorités. Il y en a plusieurs. C'est la sécurité du Mali et la sécurité des documents d'état civil des Maliens établis à l'extérieur. C'est ce qui a fait qu'il a pris cette décision et de la carte NINA et de ramener notre base de données. Donc aujourd'hui, le problème a atteint un niveau où nous ne pouvons pas avoir pendant longtemps de difficultés avec la France. Monsieur Aïdara, est-ce que vous craignez le sort des Maliens établis en Europe? Absolument, je crains le sort. Oui. C'est pour cette... Hier, j'étais en réunion avec une ancienne députée française qui est marocaine, qui a fait pratiquement 6 pays francophones pour qu'on ait un président de la diaspora africaine en France. Et nous estimons que Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour déjouer tout ça? C'est ce que nous allons faire. Parce que quand la diplomatie, quand il y a une tension entre les 2 États, il faut trouver un autre mécanisme pour rapprocher les 2 positions. Donc la diaspora va jouer son rôle pour rapprocher la France et le gouvernement. Et il vous l'a dit, le chef du gouvernement était censé ne pas être vraiment responsable de ces problèmes parce que les relations internationales sont d'une certaine souveraineté qui lui passe par-dessus la tête. Est-ce que ce sentiment anti-français-là, est-ce qu'au moins on ne peut pas reprocher au chef de l'État de l'avoir toléré et à son ministre des Affaires étrangères de n'avoir pas beaucoup... Écoutez, ils ont choisi une diplomatique de choc. L'objectif qu'ils ont cherché, je pense qu'il est atteint. Il est atteint largement. Maintenant, il faut qu'on soit réaliste. Objectif comment? Oui, objectif conjoncturel alors, parce que ce n'est pas une conjoncture, c'est tel que vous êtes en train de l'expliquer. Non, elle n'est pas du tout conjoncturelle. Structurel. Non, l'objectif est cherché, c'est que tous les Maliens comprennent
et l'ensemble de nos partenaires comprennent que les accords que nous avons n'étaient pas avantageux pour le Mali. Il y a une atteinte à notre souveraineté, donc il faut que ça change. Et ça, cet objectif est atteint. Ok, donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer sur cette lancée. On est obligé de revenir pour revoir une autre forme de collaboration avec la France. Vous et moi, on est assis, on parle français. Donc, je ne pense pas que les Russes vont remplacer la France. On est un pays non aligné. On est avec les Russes, avec les Allemands, avec les Hindous. Et on n'a pas de problème avec le peuple français. C'est le gouvernement de Macron qui a des problèmes avec le gouvernement de Choguel. Et je pense que nous, la diaspora, on jouera notre rôle afin de rapprocher les deux États pour le bonheur et l'intérêt et des Maliens établis en France et le peuple français et le peuple malien. Le gouvernement n'a pas d'amis, il n'y a que d'intérêts. Et nous savons qu'il y a des centres d'intérêt qu'on peut bien exploiter. Nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. À présent, le temps pour nous de nous retirer pour procéder à la délibération. Bruno, nous sommes dans les secrets de la délibération. Je ne sais pas, je suis resté sur ma fin. Oui. Le président du CSDM je crois, a tourné un peu autour du pot sur certaines questions phares, les solutions du CSDM. Je l'ai senti plus dans le rappel que dans la concision par rapport à... Bon, je crois que sans être sévère, on peut le libérer, l'acquitter, mais tout en lui prodiguant des conseils de concision dans un prochain tour. Moi, je n'étais pas là au premier tour quand il était au grand jury. Bon, moi, j'étais là au premier tour. Et par rapport au premier tour, vraiment, j'ai rencontré aujourd'hui un client qui a beaucoup gagné en maturité. Qui a beaucoup gagné. Ce n'est plus le même agressif qu'on voyait, ce n'est plus le même va-t-en-guerre contre le Haut Conseil et les Maliens de l'extérieur. Et c'est là, je pense que c'est pour le plus grand bien de la diaspora dans son ensemble qu'il est en train d'adopter cette posture-là. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il a été très courageux dans l'expression de ses idées et de ses positions. Et voilà, je l'ai trouvé très poignant. Il n'est pas donné à tout le monde, même si, pour reprendre un peu l'expression de mon voisin d'à côté, que je suis resté aussi quelque part sur ma faim par rapport au fait qu'ils épargnent, comme tous les autres hommes publics, le chef de l'État. Je ne sais pas pourquoi. On a l'impression que le Premier ministre est leur petit mur. Le chef de l'État, il est intouchable. par rapport tout le monde lui tombe dessus à par rapport à la question. Et je pense vraiment qu'à cela ne tienne, il est vraiment libérable. D'accord. Ainsi, le jury a décidé à l'unanimité, M. Haïdara, de vous libérer des liens de l'accusation. Vous êtes acquitté. Un dernier mot en 20 secondes. Je remercie le jury et je voudrais remercier l'ensemble de nos téléspectateurs, remercier particulièrement la diaspora malienne et le peuple malien d'avoir été résilient pendant 4 mois, bientôt 5 mois de sanctions économiques et financières, et leur dire le reste n'est pas très loin. Dans quelques jours, Inch'Allah, les sanctions seront levées. La question de diplomatie, de bout diplomatique avec la France, nous avons appelé à voter pour Macron. Ce n'est pas pour rien que nous l'avons fait. Donc il est dans une position aujourd'hui de redevabilité de la diaspora. Donc nous comptons jouer sur cet aspect pour de meilleurs sentiments. Et je voudrais remercier le gouvernement d'avoir pris une bonne décision de revoir à la baisse leurs attentes. Sans arrogance. Sans arrogance. Et nous allons finir, Inch'Allah, la transition militaire en 2 ans et nous allons entamer une transition civile qui se terminera en 2030. C'est sur cet optimisme que prend fin ce numéro de votre émission Grand Jury qui recevait le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, Mohamed Chérif Haïdara. Clin d'œil à tous nos téléspectateurs du côté de Niamey au Niger. Au revoir.